Merci d'être avec nous, Midi News. La suite avec ces images impressionnantes et hautement condamnables, évidemment, de ce policier municipal qui tente de mettre fin à un rodéo près d'une école et qui est violemment et sciemment percuté par un délinquant à motocross. On va en parler. Nous parlerons également de la liste Free Palestine aux européennes, une nouvelle liste qui vient rejoindre la trentaine qui existe déjà, mais évidemment, celle-ci pose de nombreuses questions, pose problème et suscite la polémique. On en parlera après le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël. Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Pour Benyamin Netanyahou, l'agression iranienne envers Israël menace la paix mondiale. Et malgré les appels à éviter l'embrasement, le chef d'état-major de Tsahal a promis une riposte à cette offensive sans précédent. Écoutez le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi. Nous regardons vers l'avenir, nous envisageons nos prochaines actions. Et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte. Et face à ces déclarations, nous sommes avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Bonjour Régine. Alors 48 heures après cette attaque, dites-nous quel est le sentiment des Israéliens après ces annonces de l'armée face à cette riposte qui semble inévitable. Eh bien, Mickaël, les Israéliens ici attendaient cette annonce du gouvernement israélien, puisqu'après cette attaque massive, il était hors de question pour les Israéliens qu'il n'y ait pas de réponse. Mais ils restent partagés sur les modalités de cette riposte. Certains nous parlent d'opérations ciblées et plus tard dans le temps, puisque beaucoup estiment que la population iranienne ne doit pas être l'otage donc de ces attaques. D'autres nous parlent d'une riposte immédiate et massive. On a appris aussi hier que Benyamin Netanyahou avait annoncé donc qu'il voulait reculer l'opération à Rafah. Cela divise les Israéliens puisque cette opération à Rafah, elle est censée éliminer les derniers bastions du Hamas et surtout libérer les otages. Je vous rappelle qu'il y a 133 otages dans la bande de Gaza, dont 3 Français. Et en fait, donc les Israéliens veulent avant tout donc cette libération. Pour eux, l'Iran est responsable des attaques du 7 octobre. Donc, de toute façon, il faut frapper l'Iran. Et évidemment, les déclarations, que ce soit du chef d'état-major de l'armée ou de Benyamin Netanyahou, les a rassurés. Merci beaucoup Régine Delfour en direct de Tel Aviv. Dans ce contexte et à l'approche des fêtes de Pessah, la Pâque juive, la vigilance autour des lieux de culte va être renforcée. Gérald Darmanin l'a annoncé, il ne veut prendre aucun risque face au contexte international. Et du côté des Français de confession juive, leur crainte est bien réelle. Ils ont le sentiment de devoir adapter leur mode de vie en permanence. Écoutez. C'est sûr qu'on est beaucoup plus vigilant qu'avant, ça c'est sûr. On fait plus attention où on va, on fait attention avec les enfants, on fait attention à ne pas trop traîner pour rien dans la rue, etc. Ça c'est sûr. Le message du 7 octobre, le message de l'attaque de l'Iran samedi soir, c'est de dire, bien, vous juifs du monde entier, sachez que vous n'aurez pas un répit sur aucune terre de ce monde. Dans le reste de l'actualité, un Français de 31 ans récompensé pour sa bravoure après l'attaque de Sydney, attaque qui a fait, je le rappelle, 6 morts et plusieurs blessés samedi. Damien Guéraud a brandi un poteau face à l'agresseur pour tenter de le stopper. Il a été félicité sur X par Emmanuel Macron. Et puis à 100 jours des JO, la flamme olympique a été allumée comme le veut la tradition au sanctuaire d'Olympie, le berceau des Jeux antiques. C'est parti pour un périple de 5000 km à travers la Grèce. La nageuse Laure Manodou est la première relayeuse française. La flamme arrivera à Marseille le 8 mai prochain. Ça y est, ça y est. Vous avez vu que tout le monde regarde pour voir si vraiment la flamme, si on a allumé le feu ou pas. Merci d'être avec. Merci, cher Mickaël, à tout à l'heure. Bonjour à vous, Denis Jacob. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous, secrétaire général alternative police, toujours avec Judith Vintraube, avec Frédéric Durand, avec Stéphane Simon, avec Naïma Mfadel et Céline Pina. Alors, ce sont des images, je le dis, choquantes. Hautement condamnable, parce que vous allez voir la manière avec laquelle, en toute impunité, ce délinquant en motocross va heurter ce policier municipal. D'abord, vous allez nous dire si vous avez des nouvelles, je ne sais pas, de votre collègue. On va les voir. Je précise simplement le contexte, que ce policier, il essayait en fait de protéger des enfants qui sortaient d'une école quand il a constaté qu'il y avait ce rodéo. Et vous allez voir la manière avec laquelle le délinquant vise
je ne veux pas qualifier ce qui s'est passé, mais enfin, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Regardons ce sujet de nos équipes avec Augustin Donadieu. Le choc est d'une rare violence. Alors que ce policier municipal tentait de mettre fin à un rodéo sauvage juste devant une école de la banlieue strasbourgeoise, il est percuté par le délinquant de la route et projeté au sol. Donc il lui a fait plusieurs injonctions pour lui demander de stopper son engin. Et ce dernier a délibérément foncé sur notre collègue de la police municipale, le renversant. Et à l'issue de ça, il a pris la fuite et a été interpellé quelques instants après. Notre collègue de la police municipale transporté à l'hôpital. Malgré la douleur, le fonctionnaire se relève et poursuit le délinquant de la route. Le jeune âgé de seulement 17 ans qui était au guidon de la moto non homologuée sera interpellé rapidement. Selon le syndicat Alliance, ces rodéos sont monnaie courante à Strasbourg et dans ses environs. On a des vidéos choquantes où on a même parfois des déambulations de hordes de motos qui circulent dans certains quartiers avec justement ces motos non homologuées. Ça fait effectivement un trouble à l'ordre public assez important. Le policier percuté a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une suspicion de fracture au poignet et de multiples contusions. Je ne sais pas si c'est approprié refus d'obtempérer, parce que là, on est passé à autre chose. Là, ils sont prêts à tout, ces délinquants. Il n'a peur de rien, rien. Ils sont prêts à tout, une forme de sauvagerie, à s'attaquer directement, à foncer sur le policier municipal. Il a d'autant peur de rien qu'il faut savoir qu'avant cette vidéo, il y a déjà une première action d'un autre policier municipal pour essayer de l'empêcher de continuer son rodéo. Et moi, je salue ce qu'a fait le collègue. Il a pris des risques très importants au péril de sa vie pour protéger des enfants, vous venez de le dire. C'est le quotidien et c'est pas propre à la banlieue de Strasbourg, malheureusement. C'est partout en France, plus particulièrement dans les quartiers dits difficiles. Mais on arrive au printemps, à l'été, je dirais en termes de journalisme, on appelle ça un marronnier. Tous les ans, c'est la même chose. À cette période qui commence à faire beau, eh bien, ils ressortent les motos. Souvent, ce sont des motos volées, non homologuées. Et ça pose la question, quand on arrive à les interpeller, de qu'est-ce qu'on fait de ces motos. Alors, il y a des textes qui sont passés au ministère de l'Intérieur de façon à ce qu'on puisse les détruire systématiquement. Mais ça ne suffit pas. Et naturellement, une fois de plus, on en revient sur la réponse pénale qui n'est pas au rendez-vous pour ces individus. Donc, je salue le courage de ce collègue policier municipal. Au moment où je vous parle, les nouvelles que j'ai pu avoir, c'est qu'il lui restait des examens à passer parce qu'a priori, il y aurait une suspicion de fracture du poignet. Alors naturellement, il a des... C'est grave, mais c'est rien par rapport à ce que... Il aurait pu se faire tuer parce que là, compte tenu le contexte et la tentative première d'un autre policier municipal de l'interpeller, on pourrait qualifier ce qu'il a fait là comme une tentative d'homicide respect volontaire. Pour lui, parce que, je ne sais pas, vous voyez, vous allez voir en bas à droite de l'écran, regardez, il y a une maman avec sa poussette. Tout à fait. Non, mais je veux dire... Moi, je salue l'action de ce collègue, parce qu'en plus, c'est un policier municipal. Et vous savez, on a eu le débat sur votre plateau il y a quelques jours, Sonia Mabrouk, sur le positionnement de la police municipale en tant que force d'intervention. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'armer pour qu'il tire, c'est pas le débat, mais ça démontre bien que la police municipale, comme la police nationale, ont des missions particulièrement dangereuses et que je pense qu'à un moment donné, il va falloir véritablement voir le statut du policier municipal. Parce qu'aujourd'hui, c'est une double autorité, ministère de l'Intérieur et maire. Et je le disais aussi la semaine dernière, il y a le Beauvau de la police municipale qui va s'ouvrir prochainement. Je pense que c'est l'occasion de revoir le statut du policier municipal. Je voudrais qu'on s'y arrête, parce que notre journaliste, Michael Chailloux, est allé à Nantes. Vous savez qu'elle est... la maire de Nantes et d'autres mairies de gauche ne veulent pas. Pour la plupart, Lille, Martine Aubry ne veut pas. Elle ne voulait pas pour la vidéosurveillance et ensuite par pragmatisme, on va dire un peu tardif, mais elle l'a accepté. Est-ce que ça sera le cas pour la police municipale? Ce qui m'intéresse, c'est l'argument qui est mis en avant par certaines mairies de gauche. Elles disent, mais ce n'est pas de la... ce sont les prérogatives de l'État. Donc c'est à l'État de défendre et ce n'est pas aux policiers municipaux d'être armés pour faire face à l'insécurité. J'aimerais bien que vous répondiez une fois pour toutes sur ça. J'entends ce que vous me dites, Sonia Mabrouk. Mais alors pourquoi ils ont des policiers municipaux si c'est une mission régalienne de l'État? Je veux dire, à un moment donné, on a une police municipale pour faire quoi? Pour faire de la police
de proximité notamment. Mais la police de proximité, ça ne veut pas dire que de la prévention. Denis, s'il se passe quelque chose, mais moi... On est bien d'accord. Moi, une fois, j'avais Anne Hidalgo en studio, c'était à Europe 1, et je lui avais dit, la police municipale, et je lui avais dit, Madame le maire, s'il y a un attentat, il y a quelques années, et qu'il y a un policier municipal qui n'est pas loin, que faire ? Eh bien, elle m'en a voulu. Je l'ai réinvitée, elle n'est plus revenue, parce que j'ai émis cette hypothèse. Elle me disait, mais vous faites monter la crainte. Je dis, mais c'est possible. Il y a un policier municipal pas loin d'une scène. Sans aller jusque-là, Sonia, vous avez, je le disais, les policiers municipaux sont aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, les primo-intervenants. Ils interviennent sur un braquage. Ils ne sont pas armés, ils font quoi ? Ils font « Allô, la police, vous pouvez venir ?» Oui, mais vous savez qu'à Paris, non seulement ils n'ont pas d'armes létales, mais ils n'ont même pas de pistolet à impulsion électrique. Peut-être qu'on peut repartir. Juste après, Céline, c'est à vous, parce que je voudrais juste qu'on plante le décor, parce qu'ils ne sont pas armés. Et alors, les mairies de gauche, certaines, en tout cas, affirment qu'ils ont d'autres armes. Oui, ils ont les tasers. Non, les salles. Mais pas tous. Pas toutes les polices municipales. Non, il y a pourquoi est-ce que c'est de l'ordre du régalien et pourquoi est-ce que c'est de l'ordre du national ? Parce que, en théorie, le national vous permet d'apporter à peu près la même couverture de sécurité à tous les habitants sur tout le territoire. Si vous armez la police municipale et que vous en faites une vraie force sur place, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, rappelez-vous, vous avez des endroits où il n'y en aura pas. Dans les petits villages, dans les petits regroupements de communes, vous n'avez pas les moyens d'avoir une force de police municipale, encore moins de l'armée, encore moins de lui donner de vrais... Ça coûte, ça coûte une blinde, un gilet pare-balles, par exemple, un bon, ça coûte extrêmement cher. Tous les équipements coûtent très cher. Ensuite, en fonction des territoires, vous aurez des territoires extrêmement riches qui seront extrêmement bien dotés, là où paradoxalement, c'est pas là où il y a le plus d'atteintes aux personnes et le plus de violence. Sur les territoires qui, eux, sont les plus exposés, vous aurez en fait une sous-force parce qu'il n'y aura pas les moyens ou parce que les moyens seront mis ailleurs. Donc le risque, oui, mais la grande peur des collectivités locales, c'est en créant des forces de police vraiment performantes, on va regarder le reportage, de voir la police nationale baisser, l'investissement de l'État baisser, pour à la fin un territoire un peu abandonné quand même. Le sujet, nous sommes à Nantes et notre journaliste Mickaël Chailloux allait comprendre et expliquer pourquoi il y a cette... c'est même pas une réticence, là c'est un objectif presque politique. Ils y tiennent de ne pas armer la police municipale. Regardez. À Nantes, les 130 policiers municipaux sont équipés d'un pistolet à impulsion électrique, modèle X2. Même si la municipalité socialiste a beaucoup évolué et investi sur la sécurité, équiper la police municipale d'une arme létale reste un tabou. C'est une décision personnelle et politique, c'est ce que l'élu nous a rétorqué l'année dernière lorsqu'on lui a clairement posé la question du pourquoi on ne nous équipe pas d'armes létales. Tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui nous dépendons de la police nationale pour notre sécurité. Je voudrais simplement que mes collègues et moi-même puissions nous défendre et protéger les Nantais seuls. Les fonctionnaires de la police nationale soutiennent la revendication des municipaux. Au syndicat Unité, on estime que la majorité municipale nantaise doit sortir d'une position dogmatique sur la question, car la rue a évolué. Pour les délinquants moyens, il n'y a pas de différence entre un policier municipal et un policier national. Quand il est dans la rue, c'est un uniforme. On a pu le voir dans des occasions, à Nice notamment, où c'est la police municipale qui était intervenue les premiers. Et s'ils n'avaient pas été armés, ils n'auraient pas pu neutraliser le terroriste. Dans un sondage réalisé en interne il y a quelques jours, les policiers municipaux nantais se sont prononcés à 98% pour être équipés d'une arme létale. Non mais... Voilà, tout est dit. Oui, vous voulez réagir, alors allez-y, Naïma Fadel. Je suis peut-être la seule qui suis... Contre ? Oui, je suis contre armer la police. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'ailleurs, même à la lumière de ce que vient de dire Céline, c'est extrêmement important. L'État, c'est à lui qu'on doit notre sécurité, notre protection, et notamment l'égalité des territoires, c'est-à-dire le traitement que les populations, quel que soit là où elles habitent, puissent avoir les mêmes Quand l'État est défaillant. la même sécurité et la même sécurité, la même protection. Après, si l'État est défaillant, c'est le problème de l'État. Mais moi, dans la rue, mais les citoyens doivent demander effectivement que l'État rende des comptes. Parce qu'aujourd'hui, la police municipale, ce qu'elle prévoit au quotidien, d'ailleurs, les recrutements, c'est absolument pas la même chose. Il faut y faire attention aussi. C'est des recrutements d'agents aussi au niveau des collectivités. Donc, c'est absolument pas la même chose. Mais il faut égaliser par le bas. Non, mais
C'est-à-dire que parce que certaines municipalités ne veulent pas investir dans la sécurité de leurs habitants. Si effectivement l'État à un moment, et effectivement j'entends ce qui est dit, à un moment se rend compte qu'il faut absolument déployer beaucoup plus de policiers nationaux et beaucoup plus en termes de sécurité et de protection, c'est l'État qui doit le mettre en place. Je ne comprends pas le verrou mental, politique, moral. Je m'inquiète. Il y a un débat, il n'y a pas que la police nationale. Hein. Il y a beaucoup de polices municipales qui sont sur un ressort de compétences de la gendarmerie. Mais bien sûr. Et quand on voit toute la superficie du territoire que la gendarmerie doit couvrir, qui correspond aux anciens cantons, en gros, ça représente des dizaines de communes, mais la gendarmerie ne peut pas non plus être partout. Et on est bien content d'avoir une police municipale. Je viens d'un village de 4000 habitants communistes où la police municipale était armée. Donc vous voyez que... j'ai dit certaines. C'est juste pour dire que effectivement, il y a plusieurs éléments. Un, c'est que il y a une évolution de la violence dans la société. Il y a une évolution des missions, y compris de la police municipale. Moi, j'entends la crainte d'une forme de démission de l'État au profit des territoires sur lesquels portent déjà beaucoup de choses, alors qu'on leur retire toujours plus de moyens, et y compris qu'on veut compenser la dette grâce à eux pour partie. Cependant, et vous le voyez dans beaucoup de villes, y compris de gauche, pourquoi on a installé des caméras? Parce que quand la violence augmente et que le peu qu'on peut faire, on ne le fait pas, les habitants vous le reprochent. Et donc, de toute façon, on ira vers cela. Frédéric, si on transmet ça aux communes, justement, comme l'a expliqué Céline, il y aura une inégalité. Forcément, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes moyens. C'est très théorique, votre débat, pardon. Non, mais après, il y a des... Attendez, il n'a pas parlé. Chacun son tour. C'est vrai que, pardon pour ma voisine, mais ce débat est un petit peu daté. C'est-à-dire que, en fait, c'est un débat qui remonte à une trentaine d'années, auquel j'ai participé, moi, il y a 30 ans. On disait, on n'arme pas la police municipale, c'est une question de formation. Il n'y a que quelques heures pour devenir policiers municipaux, alors que quand on est policier national, eh bien, non seulement on a une formation en conséquence, mais on a aussi des entraînements réguliers. C'est-à-dire que chaque année, les policiers vont tirer. Donc, on a présent à l'esprit le maniement de l'arme. Mais aujourd'hui, tout ça semble tellement révolu par rapport à l'état d'ensauvagement, à l'état de violence de la société, que finalement, c'est des finasseries, tout ça. Je suis désolé de le dire. Je vais vous répondre, mon cher Stéphane. En fait, qui vous dit pas, au contraire, moi je dis qu'il faut beaucoup plus, effectivement, à la lumière de l'évolution de cet ensauvagement de policiers nationaux. Moi, je voudrais donner juste un exemple dans l'affaire de Samuel Paty, dans l'assassinat de Samuel Paty. Dans l'assassinat de Samuel Paty, mais l'assassinat de Samuel Paty, qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah Kanzorov, quand il a tué Samuel Paty, il a pris son temps pour décapiter ce professeur. Et qui est arrivé le premier sur place? Les policiers municipaux. Mais quand ils ont vu que l'assassin brandissait un pistolet qui était un pistolet à air comprimé pourtant, eh bien les policiers municipaux sont partis tout de suite et il a fallu intervenir. Et c'est incroyable d'ailleurs qu'on ait réussi à arrêter cet homme. Mais si, ça montre bien que ça aurait pu se passer vraiment, évidemment. S'il vous plaît, invitez Denis Jacob pour qu'il puisse s'exprimer en fonction de son expérience. Je vous remercie de laisser parler. D'effectifs, il n'y en aura jamais assez de toute façon au vu de l'ensauvagement de la société. Dans les années 90, il y avait 96 000 policiers. Aujourd'hui, on est à 106 000 gradés et gardiens. 96 000 il y a 30 ans. Il y en a 20 000 de plus. C'est jamais suffisant. OK. Il faut revoir le statut de la police municipale. Là où je suis d'accord, c'est qu'on ne peut pas avoir une police à deux vitesses. Donc il faut revoir le statut de la police municipale. Et il ne faut pas non plus dire qu'ils sont sous-formés. Ils sont moins formés, mais la formation des polices municipales, elle est aussi prodiguée par la police nationale, et notamment en matière de tir. Donc il faut pas dévaloriser les collègues de la police municipale. Ils ne sont pas sous-formés, ils ont... Mais qui est intervenu? C'était à Nice, quand il y a eu cette attaque dans une église. Juste, vous vous souvenez? C'était la police municipale. Avec ce bouton qu'a installé le maire. Je veux dire, mais pourquoi, quand il y a des choses qui nous sécurisent, qui nous protègent, on en est à avoir un... Mais Sonia, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'argument soit de regarder le niveau le plus bas de sécurité et de dire,
par égalitarisme, il faut que personne, qu'aucune commune, qu'aucun habitant n'ait de protection supérieure parce que c'est exactement en sécurité de protection des citoyens. C'est surtout, doit mettre les moyens. Je voudrais finir ma phrase. C'est exactement l'inverse. S'il vous plaît, mesdames, que votre en même temps, on a du temps, on est là pour ça. Votre raisonnement consiste à niveler par le bas. Non, je crois que c'est à dire que dans les villes qui n'ont pas les moyens ou pas la volonté, et dans le cas de Nantes, 300 000 habitants, c'est une absence de volonté, non pas à s'armer et que la réponse de Céline Pina par justice, par égalitarisme, il faut que tout le monde s'aligne. En fait, c'est le contraire. C'est un niveau d'exigence plutôt plus élevé. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut des formations approfondies quand vous avez beaucoup de pouvoir? Parce que le risque de pouvoir, c'est toujours le risque de l'abus ou de la corruption. Plus vous êtes formé, donc plus vous êtes conscient de vos responsabilités, de ce que vous incarnez, de votre rôle dans la société, moins vous êtes fragile. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des gens extrêmement bien formés, parce qu'à partir du moment où vous donnez du pouvoir et donc des il faut les armes, former. sauf qu'aujourd'hui, rien n'est prévu. Oui, en mais fait, donc il faut le prévoir. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu pour les Chers former. amis, on ne peut pas dénoncer l'insécurité quand on se dit qu'on va avoir des policiers municipaux qu'on va former pour défendre. Que, regardez, on est dans un monde qui n'est pas un monde infini. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez un État qui vous dit qu'il est à poil et qu'il a à tout prix besoin de faire des économies qui se chiffrent en qu'il les fasse milliards. ailleurs. Vous allez les faire de quelle manière? Sur des ajustements de ce genre. Pas du tout, Céline, pas du tout. Et ben c'est ce qui a depuis des années, malheureusement. Oui, malheureusement, mais il y a un domaine dans lequel les économies sont évidentes et jamais faites, c'est le back-office. C'est-à-dire il y a plein de pistes d'économie. Oui, je vais revenir les administrations, tout le monde au le début sait. de notre débat, ce sont quand même ces images avec ce rodéo urbain. Il y a la question de la justice à présent. C'est pour ça que j'ai interrogé sur pardonnez-moi, sur ce refus d'obtempérer. Est-ce que c'est un refus d'obtempérer là? Oui, oui, mais qui a conduit... Alors, avant la vidéo, c'est un refus d'obtempérer, parce qu'il y a déjà un premier policier municipal qui essaye de l'interpeller. Il veut prendre la fuite. Il y a un policier municipal devant lui. Il fonce délibérément dessus. Il n'essaye pas de l'éviter. Il fonce droit. Donc, pour moi, mais ça ne reste que mon interprétation. C'est à la justice de donner la qualification exacte. Mais pour moi... Quand je vois l'image là, c'est une tentative d'homicide. Apparemment, le policier n'a pas eu le temps quand même de se déplacer. Mais non. Donc il pouvait l'éviter, il pouvait s'arrêter. Non, il fonce dessus. Et malheureusement, sur la réponse pénale, on se rend compte déjà que, en grande majorité, les rodéos urbains en moto, je parle pas des voitures, oui, là, c'est une motocross. En général, ce sont des mineurs. Donc ça pose, la question de la délinquance des mineurs. Même si l'ordonnance de 45 a été un peu dépoussiérée il y a quelques années, ça n'a pas été assez loin parce qu'on n'a pas la délinquance d'aujourd'hui, c'est pas la même délinquance et c'est pas les mêmes jeunes que les années 40, je suis désolé, c'est pas tout à fait la même évolution culturelle. Et puis ensuite, il y a la réponse pénale et à chaque fois qu'on interpelle des individus auteurs de rodéos urbains, qu'est-ce qu'ils se prennent ? Soit au pire du sursis, au mieux des peines de TIG. Donc, Maurice Berger, que Naïma Fadel cite souvent, a tout dit, mais il l'a tellement dit et répété, c'est-à-dire si vous n'avez pas agi de manière ferme au premier délit, c'est trop tard. Et là, vraiment, on voit bien qu'ils sont, pardonnez-moi, le mot est terrible, mais ils s'en fichent complètement, ils font délibérément. Il n'y a aucune considération de la vie humaine, aucune considération de l'uniforme, de l'ordre, de l'autorité. Donc tous les mots parfois que l'on peut nous employer sonnent creux ici. Je vais reprendre une formulation que je prends déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, je me félicite que le président de la République la reprenne aujourd'hui. C'est la désinhibition de la violence, la désinhibition des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on vit sur du virtuel et on retranscrit dans la réalité et il n'y a plus aucune retenue et on ne se rend pas compte, ou alors on ne veut pas se rendre compte des conséquences derrière, à savoir on touche à l'intégrité physique des gens. Et je voudrais donner un exemple très concret, parce qu'on parlait aussi de la police municipale de Nantes. Rappelons-nous quand même que le 5 mars, je crois que c'est dans la nuit ou dans la journée du 4 au 5 mars, on a une jeune femme de 24 ans qui est décédée à Brest suite à un rodéo urbain. Il faudrait peut-être penser aussi aux victimes. Parce que souvent, on en parle, 10 secondes dans un chapitrage dans les médias et terminé. Donc, mais et cette image, évidemment, du policier, mais de la maman à côté avec la poussette. Mais voilà, symbolisons quand même avec des images la dangerosité de ce que c'est. Parce qu'on dit rodéo urbain, il y a un côté rodéo, non.
C'est pas un rodéo urbain, c'est des choses extrêmement graves. Ce qu'on pourrait dire, pour se mettre tous d'accord, c'est que si ce garçon qui fonce sur un policier comme ça en toute impunité et en tout sentiment d'impunité était certain de faire une peine de prison après ce geste-là, eh bien je pense qu'il aurait certainement freiné. Et le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, tous ces délinquants savent qu'ils ne feront pas ou très peu de prison à l'issue d'actes aussi graves que ça. On va marquer une pause, on aura l'occasion. Allez-y. J'allais dire, moto non homologuée, c'est pour dire voler ? Non, moto non homologuée, c'est qu'elle n'est pas autorisée à circuler sur la voie publique. Allez, une pause et on se retrouve. À tout de suite.